BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. On est à vos côtés, on vous accompagne bien sûr jusqu'à 18h sur BFM Business. Les marchés américains viennent d'ouvrir à l'instant. On a un Dow Jones qui progresse de 0,16% et surtout des marchés, des investisseurs qui arbitrent cette surprise de l'emploi aux États-Unis. Encore une surprise négative, c'est presque le cas à chaque fois en ce moment, le rapport sur l'emploi qui a surpris négativement en termes de nombre de créations de postes au mois de septembre. 2 fois moins de créations de postes qu'attendu, moins de 200 000, certains nous parlaient de 500 000 à venir, non, on est à 194 000 seulement créations de postes. En revanche, et même si on est toujours loin du plein emploi, en revanche les salaires accélèrent encore à la hausse, 4,6% de hausse sur un an pour les salaires. On voit cette tension qui se confirme sur le front de la masse salariale dans un certain nombre de secteurs aux États-Unis. Paradoxal ce rapport sur l'emploi aux États-Unis. Qu'en fera la Fed? Ce sera intéressant de surveiller les prochains propos des différents membres de la Fed dans la mesure où ce rapport sur l'emploi était le dernier avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Jean-Louis Cussac est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Depuis Perceval Finance, Jean-Louis, êtes-vous là? Jean-Louis Cussac, on essaie de joindre bien sûr pour mesurer, et essayer d'ausculter, voir comment les choses sont en train de s'organiser sur les marchés, la façon dont ceux-ci réagissent. On est sur une forme de calme quand même. Le CAC 40 recule de 0,15%, 6590 points. Sur le marché obligataire, on est quasi flat en ce moment. Le 10 ans américain est même parfaitement stable. Après ce rapport sur l'emploi, parce que certes les salaires accélèrent à la hausse, donc on pourrait se dire la Fed va enclencher son tapering. Peut-être un enclenchement inflationniste avec ces hausses de salaire. Oui, elle va peut-être enclencher son tapering, mais elle le fera sans doute de façon modérée. C'est ce que se disent aussi les investisseurs, dans la mesure où les créations de postes, elles, restent faibles. Et donc, on est sans doute sur une perspective d'action de la Fed à peu près conforme à ce qu'on attendait jusqu'ici. Sans doute un enclenchement qui serait annoncé du tapering dès la prochaine réunion, mais une ampleur de tapering, de réduction des achats d'actifs qui serait finalement encore relativement limitée. Jean-Jacques Oana vient de nous rejoindre. On va en parler ensemble également. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Guillaume. Consultant indépendant pour IA for Alpha. AI for Alpha. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur BFM Business. On voit cette réaction très très calme et mesurée des marchés, alors que le rapport sur l'emploi, une nouvelle fois quand même, déçoit fortement pour ce qui concerne les créations de postes. Plus de 2 fois moins de créations de postes qu'attendu aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit? Comment est-ce que vous accueillez ce rapport, Jean-Jacques? Comme vous l'avez signalé, il y a plusieurs choses contradictoires dans ce rapport. La première chose, c'est que le taux d'emploi, le taux de chômage diminue. Donc ça, c'est toujours la poursuite quand même de la bonne nouvelle. Ensuite, on a une accélération des salaires, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de preuves qu'on a un environnement qui est de plus en plus inflationniste et qui commence à se diffuser à l'économie réelle. Au début, c'était uniquement les actifs. Ensuite, on a aujourd'hui des prix qui ne sont pas uniquement des actifs, mais des prix payés à l'achat qui sont de plus en plus élevés sur notamment l'énergie. On en parlera peut-être tout à l'heure, sur notamment le gaz, l'électricité. Et désormais, on a les salaires qui augmentent. Il manque plus que les entreprises commencent à passer leur hausse de coûts à l'import en réalité sur les prix à la consommation. Et là, on aura un vrai risque, on pourrait appeler plutôt le risque de spirale inflationniste sur les prix qu'aujourd'hui on ne peut plus écarter. Et donc ce chiffre de l'emploi, à mon avis, l'aspect création d'emplois, à mon avis, passe au second plan. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est dans une approche plus globale. On peut voir que, premièrement, il y a toujours de la croissance. Il y a quand même une augmentation des salaires qui commence à devenir assez soutenue et qui se surajoute aux augmentations des actifs qu'on peut voir par ailleurs. Vous parlez d'augmentation des salaires, elle est impressionnante. La hausse des salaires, elle était de 0,3% en avril aux États-Unis, 2% au mois de mai, 3,6% en juin, 4% en juillet, 4% en août, 4,6% encore un cran, une marche au-dessus au mois de septembre. On a une accélération vraiment en continue, progressive des salaires là-bas aux États-Unis. Est-ce que c'est le retour du coup de la vieille économie? C'est comme ça que vous percevez ce qui se passe en ce moment, aussi bien sur le front macroéconomique que du côté des marchés, le retour de la vieille économie, peut-être des enclenchements inflationnistes qui commenceraient à vouloir se mettre en place, même si on va rester prudent sur les marchés aussi, des rapports de force qui peuvent en ce moment, quand on regarde les variations de marché, les secteurs qui marchent pas, qui peuvent en ce moment rappeler une forme de retour à la vieille économie. Depuis un mois, c'est ce qu'on constate de manière claire. On avait parlé du value, vous savez, de la dimension valeur de croissance, value, donc des côtés. Et en fait, on voit qu'une dialectique entre ces deux styles. Le style value avait démarré l'année en fanfare.
Puis il avait subi en fait des dégagements pendant tout l'été. Le style croissance avait récupéré de son lustre pour récupérer tout le retard accumulé sur le value, voire même le dépasser. Et ce qu'on constate depuis un mois, c'est qu'il y a un rééquilibrage et maintenant les deux styles sont à égalité depuis le début de l'année. Donc, et il y a eu, en fait, le value a grignoté son retard depuis un mois de manière assez impressionnante. Si on regarde au niveau sectoriel, la meilleure performance en Europe, c'est l'énergie avec plus 11%. On voit que les pétrolières, aujourd'hui, ont extrêmement bien profité de la hausse des prix de l'énergie. Pas seulement du pétrole, d'ailleurs, du gaz aussi. Ça continue encore aujourd'hui, hein, les valeurs énergétiques, matières premières signent les plus fortes hausses. Voilà. Deuxième secteur, les bancaires, avec plus 7%. Et puis après, on a aussi des secteurs value qui viennent. On a l'automobile et le tourisme. Donc ça aussi, ce sont des secteurs tout à fait emblématiques du style valeur des cotés. Et puis, les secteurs qui performent le moins depuis un mois, on a la technologie notamment, les valeurs de grande consommation. Et puis même au sein de la value, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité, il y a une certaine fracture puisque les ressources de base sont à moins 5% depuis un mois, ce qui illustre le fait qu'en Chine, ça ne va pas très bien. Même au-delà d'Evergrande, on a beaucoup braqué le projecteur sur Evergrande. En réalité, il y a un environnement dans les pays émergents qui n'est pas très porteur et on le voit aussi en Chine et le fait que par exemple les prix du minerai de fer, vous savez, même dans les matières premières, il n'y a pas une homogénéité puisqu'on a le pétrole qui est au plus haut de l'année, mais les prix du minerai de fer aujourd'hui ont subi des dégagements, ont perdu 40% depuis les hauts, ce qui montre bien qu'en Chine, la croissance en Chine et dans les pays émergents ne se porte pas au mieux. Oui, c'est fou comme des symptômes peuvent apparaître à travers les arbitrages de marché. C'est ce que vous êtes en train de parfaitement décrire, Jean-Jacques. C'est très impressionnant d'aborder le monde aussi par le prisme des marchés, puisque certains symptômes sourds sur les marchés deviennent plus bruyants et commencent davantage à apparaître. Absolument. Ouais. Et pour revenir à cette question de l'inflation, en rebondissant aussi sur le marché de l'emploi, dont on a eu le rapport mensuel américain tout à l'heure, vous dites que, puisque vous êtes dans cette thématique du retour à la vieille économie, de la revanche sourde de la vieille économie sur les marchés, vous dites que les signaux peut-être d'un éventuel futur retour à l'inflation, ces signaux-là sont aussi les prémices d'un retour à des mécaniques économiques plus traditionnelles à venir peut-être dans les prochains trimestres. On a passé des années et des années presque en train de craindre, face à une possible désinflation, etc., déflation, etc. Là, vous dites il y a plutôt un risque d'inflation qui nous pend au nez et ce serait le retour à une forme de normale historique ? Alors, je ne m'aventurerai pas sur des prédictions long terme, parce qu'aujourd'hui, on sait que le style value est en quelque sorte vraiment dévasté. Donc aujourd'hui, c'est des petits rebonds et qu'on ne peut pas aujourd'hui extrapoler sur des horizons plus long terme. Et puis, il y a des facteurs quand même, par exemple, on parle beaucoup de l'ESG, de la transition énergétique. Et donc, on voit mal, en tout cas, les investisseurs institutionnels aujourd'hui revenir massivement sur les pétrolières dans ce cadre-là. Cependant, ce qu'on peut voir de manière en regardant l'environnement tel qu'il est aujourd'hui et finalement la conjoncture des marchés telle qu'elle est et en la regardant en face, et bien ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation du prix de l'électricité qui est mirobolante. On est bien au-delà des 100 € par mégawattheure qui avait servi en réalité de niveau plafond depuis 20 ans. Aujourd'hui, on est à 130 € le mégawattheure. C'est colossal et on paye ça sur un an glissant. Donc c'est pas les prix spot de l'électricité. Ça veut dire qu'il y a une augmentation des prix de l'électricité qui est assez vertigineuse. On a le prix du gaz européen qui a été multiplié par 4 depuis le début de l'année. Donc c'est quand même des variations qui laissent songeur. Et aux États-Unis, autre exemple différent, mais aux États-Unis, on a 17% d'augmentation sur un an glissant du prix des maisons. C'est le plus haut niveau depuis les années 70. Donc là, on est sur des niveaux qui sont très élevés. Et tout cela, déjà, m'amène à penser que les banques centrales vont agir beaucoup plus vite que ce que les marchés pensent. On a vu par exemple la Banque nationale de Nouvelle-Zélande. Alors c'est une petite banque centrale, mais elle monte ses taux. Et ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas monté ses taux. C'est la première hausse de taux en 7 ans. On voit la Banque d'Angleterre qui va probablement monter ses taux avant la fin de l'année. Et donc, c'est illustratif finalement de mouvements de banque centrale, même avant la Fed et la BCE. Et à mon avis, la Fed, la Réserve fédérale, est en retard. Et elle va être amenée à durcir sa politique monétaire beaucoup plus que prévu, indépendamment de tout ce qu'on peut avoir
comme chiffres économiques qui, vous l'avez souligné, déçoivent ces derniers temps. On le voit dans les surprises économiques. Par exemple, dans les surprises économiques, vous savez, on évolue entre moins 100 et plus 100. En général, on est à moins 50. Donc ça veut dire que finalement, on n'arrête pas d'être déçu. Alors, il y a toujours une croissance, attention, mais on est déçu par ces chiffres de croissance, on croyait plus élevés. Il y a eu récemment, par exemple, un mauvais chiffre de la production industrielle en Allemagne, qui n'était pas très bon. Oui, mais au milieu d'autres chiffres qui sont super bons, les PMI en Europe, les ISM aux États-Unis. Quand on regarde en Europe aussi, on a en fait c'est ce chiffre des surprises économiques qui est en territoire négatif. Et donc cela illustre bien qu'on a une décélération de la croissance mondiale, bien même au-delà de la Chine. Donc en fait, dans le mot stagflation, vous savez les deux mots. Inflation pour flation et stag pour dire qu'en fait aujourd'hui on a atteint finalement le summum de la croissance économique et qu'on ne peut plus le dépasser. On le voit parce que les entreprises ne peuvent plus produire. Oui, c'est exactement ce qui se passe pour les entreprises automobiles. Elles n'arrivent pas à suivre la demande. Il y a des effets de pénurie, de goulot d'étranglement, certes, et on ne pourra pas aller beaucoup plus haut dans le rythme de croissance. Mais du coup, ces goulots d'étranglement, ils nous garantissent que cette croissance durera peut-être plus longtemps, qu'on mettra plus de temps à répondre à cette demande et que donc, voilà, ce cycle offre-demande, à défaut d'atteindre des pics d'activité sans fin, ce cycle-là va au moins durer plus longtemps pour que l'offre puisse répondre à la demande dans la durée, puisqu'il y a des effets de pénurie. C'est dans la durée donc que l'offre parviendra à répondre à la demande. Et ça nous garantit peut-être une croissance un peu plus longue. Peut-être, mais en tout cas, ça nous garantit aussi qu'il va y avoir des restrictions monétaires. Or, on sait que finalement, l'assouplissement monétaire, c'est un soutien massif au marché. Donc tout cela m'amène, là je vais vous révéler aussi des signaux, vous savez, je parle de machine learning et d'intelligence artificielle. Oui. En exclusivité, je vais vous révéler certains signaux de AI for Alpha. Et qui ont bien marché en plus en septembre. Oui, en termes d'allocation là pour le coup. En termes d'allocation. Les actifs à plus ou moins fort potentiel. Exactement, exactement. Alors ce qu'on peut voir, c'est que dans une allocation qui peut aller sur les actions, par exemple, sur un portefeuille qui peut être soit vendeur, soit acheteur, et une des allocations qui peuvent aller jusqu'à 100%. Le portefeuille en ce moment des AI for Alpha est positionné à 41%. Donc on voit que ce signal, ça évoque toujours une participation à la hausse des marchés actions. Donc pas de catastrophisme. Cela étant, une certaine prudence, la prudence étant de mise et la prise de profit est d'actualité. En termes d'allocation, ce qu'on peut voir aussi, c'est des signaux mitigés sur les marchés émergents, j'en ai parlé, et également sur les marchés américains. Et de ce point de vue-là, ça ne me surprend pas tellement quand on remet en perspective, parce qu'en réalité, on voit très bien que par exemple le dollar, c'est la devise qui monte le plus récemment. On voit aussi que cela peut peser aussi sur les entreprises américaines. Et les indicateurs qui nous font penser qu'il pourrait y avoir une correction, en tout cas qui pourrait appeler à la prudence, c'est premièrement des indicateurs contracycliques. Il y a eu une hausse exubérante des marchés américains. Les couvertures ne sont pas suffisantes, c'est-à-dire qu'il y a plus de participation à la hausse que de couverture, donc il y a une complaisance des investisseurs. Et toute cette exagération, conjuguée finalement à la décélération économique dont j'ai parlé, donc la baisse des surprises économiques, la baisse de la participation au marché, c'est-à-dire que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est moins homogène qu'avant. Avant, vous aviez un très grand nombre d'actions qui étaient au-dessus de leur moyenne mobile, et là maintenant, on en a beaucoup moins. Donc tous ces indicateurs nous conduisent à prendre des profits. Jean-Jacques Ohana et sa mise en garde donc sur le potentiel des marchés nourris par l'intelligence artificielle AI for Alpha, dont vous êtes consultant, bien sûr, et consultant indépendant. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Jean-Jacques. Alors que le CAC 40 est toujours quasi stable aujourd'hui, pas de véritable réaction, pas de réaction forte, en tout cas au rapport sur l'emploi américain. On perd 0,27% à Paris. Les marchés américains, eux, sont en hausse, plutôt en hausse, même si c'est vrai qu'on a 2 fois moins de création de postes aux États-Unis qu'attendu. À peine 194 000 créations de postes au mois de septembre, c'est près de 2 fois moins qu'attendu. Mais les salaires, eux, continuent d'accélérer à la hausse. 4,6% de hausse les salaires au mois de septembre sur un an. Ça reste assez spectaculaire, si bien que les marchés continuent d'anticiper une action de la Fed, un déclenchement du tapering qui serait annoncé dès la prochaine réunion début novembre, dans la mesure où les salaires continuent d'accélérer à la hausse. Mais un tapering dont l'ampleur resterait limitée, puisqu'on est encore assez loin du plein emploi aux États-Unis. Les créations de postes déçoivent. Donc l'un dans l'autre, les marchés se disent qu'on va rester peut-être sur le scénario qui était déjà jusqu'ici privilégié, à savoir une prochaine réunion de la Fed où Jérôme Powell annoncera le tapering, mais un tapering dont l'ampleur resterait dans le cadre de ce que les marchés jusqu'ici anticipaient d'ores et déjà. Un mot aussi des
devises. L'euro face au dollar, il vaut précisément $1,1556.